Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. 18 décembre 1986, au Creusot. Christelle Maëri, 16 ans, disparaît à la sortie du lycée. Le jour même, son corps est retrouvé dans une cave du quartier, lacéré de coups de couteau. Pourtant, l'affaire reste au point mort. 23 ans plus tard, l'officier de police judiciaire Raphaël Nedilko écope du cold case. Récit de cette enquête sans preuve, sans téléphonie, sans ADN. Vous écoutez Une enquête dans la peau, un cold case à la française. Première partie. Je m'appelle Raphaël Nedilko. J'ai 45 ans. Je suis officier de police judiciaire. Dans ma vie de policier, il y a de nombreuses affaires qui ont laissé des traces. Mais une affaire comme celle-là, c'est exceptionnel. Un cold case, un crime non résolu depuis 23 ans. Le crime d'une jeune fille de 16 ans, Christelle. L'affaire Christelle Maëri, c'est une affaire dont on rêve tous. C'est une affaire à l'ancienne, sans ADN, avec des scellés détruits, sans téléphonie, sans l'aide de la science. Cette affaire est l'affaire de ma vie. Au printemps 2009, je suis venu m'installer en province à la police judiciaire de Dijon. J'arrive du 36 quai des Orfèvres, 8 ans à la brigade criminelle. J'ai travaillé sur de très très nombreux meurtres. Et il arrive un moment, comme il arrive souvent dans la vie d'un homme, de vouloir replacer sa vie personnelle au centre de ses priorités. Je le dois un peu à ma femme, à mes enfants, et je décide tout simplement de quitter le 36 pour venir en province, continuer à faire ce qui me passionne, enquêter sur les meurtres, mais laisser un petit peu plus de place à ma vie personnelle. Ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais, puisque je prends mes nouvelles fonctions à Dijon et dans le portefeuille des dossiers dont mon groupe est saisi, il y a une dizaine de jeunes filles qui ont été assassinées entre les années 80 et les années 2000. Et la plupart de ces meurtres ne sont pas résolus. Mais moi, personnellement, j'ai à m'occuper que du meurtre de Christelle Maëri. Je découvre pour la première fois de ma vie un cold case, un dossier non résolu depuis plus de 20 ans. C'est un dossier qui a épuisé beaucoup d'enquêteurs, pour lequel il y a très peu d'avancées. C'est une jeune fille de 16 ans, poignardée, de très nombreux coups de couteau, retrouvée de façon totalement sordide dans une cave, en plein cœur de l'hiver 1986. C'est un dossier sur lequel je dois travailler en plus des autres dossiers beaucoup plus récents, qui tombent régulièrement pour notre groupe. À ce moment-là, je crois que j'aurais pas parié une cacahuète sur l'élucidation du meurtre. À ce moment-là, je me dis simplement, tentez le coup. Il faut que je pose des congés pour pouvoir m'en occuper. Je ne conçois pas autrement les choses. Je ne peux pas faire ça au fil de l'eau.
Je vais chez mes parents à la campagne, je m'isole et je me plonge dans le dossier. Première étape, étudier le dossier. C'est assez pittoresque, ça sent bon, la police à papa, les bruits de crépitement de machines à écrire, de téléphones anciens qui sonnent. C'est un peu merveilleux pour moi. Le travail fourni par les premiers directeurs d'enquête est colossal. Il y a des centaines de procès-verbaux, des dizaines et des dizaines d'auditions. S'il y a vraiment un moment dans l'enquête où je n'ai pas le droit à l'erreur, c'est celui-là. Au 36, on m'a appris une méthode qui est celle de l'œil neuf. Donc je n'ai absolument aucun a priori, je ne connais pas la victime, je ne connais pas la famille, je ne connais pas les mises en cause successifs. Donc c'est avec cet œil neuf, totalement vierge, que je lis le dossier pour savoir ce qu'il contient. Du dossier, il ne reste pas grand-chose. Les scellés ont été détruits. Il y a certainement beaucoup de témoins qui ont disparu, qui sont partis vivre ailleurs. La seule chose qui me reste des scellés de l'époque, c'est la photographie du couteau découvert à proximité de la scène de crime, qui aurait servi à ôter la vie à Christelle. Je prends possession de l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille simple, 16 ans, qui est scolarisée dans un collège du Creusot. En temps normal, elle est censée terminer à midi ses cours, mais comme elle a une dispense de sport, elle termine 1 heure plus tôt. Elle est censée rentrer pour déjeuner. Sa mère s'inquiète. Elle le signale aux autorités et ils découvriront un petit peu plus tard le corps d'une jeune fille dans une cave à vélo, environ 250 mètres du domicile. C'est Christelle. Elle a été tuée, assassinée à coups de couteau. Je vais devoir faire ce qui est le plus difficile pour moi. C'est prendre contact avec la famille de Christelle. Je sais que la maman de Christelle ne croit plus à l'action de la police. C'est une épreuve pour moi. Je sais que pour elle, je suis qu'un policier de plus dans une longue litanie de directeurs d'enquête. Deuxième étape, prendre contact avec la famille de Christelle. Quand Raphaël est arrivé, peut-être que la première journée, je me suis méfiée un peu, mais là, il m'a rassurée tout de suite en fait. Marie Pichon, mère de Christelle. Il a commencé à discuter, à m'expliquer exactement ce qu'il allait faire. Il allait chercher dans les dossiers, repartir à zéro et tout. Parce que les autres, ils me promettaient. Le retrouver, vous inquiétez pas. Pourquoi ils n'ont pas cherché? Pourquoi ils ont tout laissé tomber? Bon, pas de chance. La maman de Christelle est une victime. Déjà qu'on lui a arraché sa fille dans des conditions abominables, qu'on lui interdise, qu'on lui refuse ce statut de victime, pour moi, c'est tout simplement inacceptable. Et ça me heurte profondément. Elle attend simplement être considérée comme victime et qu'on s'occupe d'elle, qu'on l'écoute. Le fait qu'ils me disent on va fermer les portes une par une, on va y arriver, on va avancer doucement, on va y arriver. On va essayer d'y arriver, je ne vous promets pas. Il avait une grande détermination, ouais. Il avait vraiment envie de travailler sur mon dossier. Donc ça, déjà, c'est du bien. Raphaël Nedilko se penche sur la personnalité de Christelle. Raphaël, c'est vrai qu'il il veut savoir plein de choses sur Christelle. Et malheureusement, je ne peux pas lui dire beaucoup de choses. J'ai tout perdu. C'est mis dans un petit coin de mon cerveau. Je crois que je les ai mis dans une case
J'ai fermé la clé, j'ai jeté la clé. Il n'y a plus que le jour même. C'est tout qui me reste. Heureusement que j'ai encore les photos, parce que si je n'avais pas les photos, est-ce que je me rappellerais au moins de ce qu'elle ressemblait? Mais on m'a tout supprimé. C'est énorme de supprimer. Le supprimer, c'est parti, c'est parti. Christelle avait beaucoup de caractère. Pascale Bernard, sœur de Christelle. Elle était très entourée de copines, de copains, hein. Elle était très appréciée. Sportive, elle aimait beaucoup de choses, hein. Elle adorait les chevaux. Ouais, c'était une fille pleine de vie. Du jour où elle est partie, Noël, le jour de l'an, même encore aujourd'hui, hein, c'est encore dur pour moi. C'est revenu un petit peu quand j'ai eu ma première fille, où là, on a refêté Noël. Mais auparavant, c'était même pas possible, quoi. Il manque quelqu'un, hein, il manque Christelle. Elle aurait pu être la marraine d'une de mes filles, quoi. Christelle et moi, on a énormément de points communs. Le premier, c'est peut-être le fait que, au moment du meurtre, Christelle et moi, on était tous les deux en classe de 3e. On était tous les deux dans un collège de Saône-et-Loire. Nos parents étaient issus du même milieu social. On avait les mêmes sorties, on écoutait les mêmes musiques. Donc il y a une sorte d'identification entre Christelle et moi qui se met en place naturellement. « 18 décembre 1986, le jour du crime. Il est environ 7h50 ce jeudi 18 décembre 1986. Christelle est déposée par sa maman devant le collège. Elle est censée terminer à midi ses cours. Elle est aperçue rentrant seule le long du grand boulevard qui la ramène chez elle. Mais elle n'arrivera jamais. À midi 20, midi 25, je commençais à m'inquiéter. J'ai essayé d'appeler à l'école. Moi, si elle était toujours à l'école. J'ai appelé de ses copines. Aucune nouvelle. Je me souviens qu'on avait été voir mon grand-père à l'hôpital en début d'après-midi avec ma mère et ma tante. Au retour, il y avait les gendarmes qui nous attendaient en bas. Et là, on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. J'avais 3 personnes debout. Je regarde, Madame Pichon. Oui, c'est Madame Pichon. On vient pour votre fille. Vous l'avez retrouvée? Vous avez retrouvé ma fille? Oui, mais elle est où? Je dis, dis-moi où elle est? Ils n'arrivaient même pas à nous le dire, ce qui s'était passé. C'est ma mère qui leur a tiré les verres du nez, quoi. Ils n'arrivaient pas. Elle est vivante? Non. Non, elle n'est pas morte. Elle est décédée, je ne sais plus combien ils m'ont répondu. Mais je dis, vous me la tuez. Vous me la tuez comment? C'est dans l'escalier, hein. Ils ne m'ont pas fait monter tout de suite. Puis à la fin, je commençais à craquer. Alors ils m'ont dit, bon, on monte chez vous. Je me suis tapé la tête contre les murs. Il a fallu les 3 inspecteurs pour me retenir, mon mari et tout. Et après, je ne sais plus rien de la journée. Voilà. Une fois que ça a été dit, plus personne, on était seuls. C'était bizarre, hein. C'était vraiment... Tout s'écroule et on est tout seul, quoi. Et on savait même pas de quoi elle était tuée, mais comment, pourquoi, enfin, c'est waouh. Faut pas le vivre, ça, c'est horrible. C'est trop horrible. Je voulais aller voir ma fille. Je voulais voir Christelle. Je voulais la voir avant quoi que ce soit. Ils m'ont interdit d'aller la voir. Je n'ai jamais vu ma fille décédée. Le lendemain, j'apprenais le décès de mon père.
pareil qu'on était vraiment proches aussi. Alors là, le cerveau, il a explosé. C'est pas dans l'ordre naturel des choses d'enterrer son enfant. Et face à cela, face à cette terrible souffrance, j'estimais que nous, en qualité de policiers, on avait des réponses à lui apporter. Qu'on cesse ce silence assourdissant qu'on lui a opposé pendant des années. J'ai 20 ans, plus de 20 ans de retard à rattraper. Je dois me transporter dans le temps comme si j'étais debout au milieu d'eux et savoir ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai tenu à refaire le cheminement de Christelle. Elle était beaucoup plus petite que moi. Elle avait un sac. Ce sac avait un poids. Il pleuvait. Il y avait la circulation. Donc j'ai vraiment cherché à me remettre complètement dans les conditions qui étaient celles du jour du meurtre. Jusqu'à me retrouver au pied de l'immeuble où son corps a été découvert. Un endroit sombre, humide, comme figé dans le temps. Je ne peux faire autrement que de l'imaginer là, devant moi, à mes pieds. 31 coups de couteau. Et le médecin légiste avait précisé que le premier d'entre eux avait été certainement porté dans le dos de Christelle. Dans le même temps, avait été retrouvée une cordelette au niveau du cou de la victime, qui, à défaut de l'étrangler, de l'empêcher de respirer, l'avait pour le moins empêché de crier. Elle n'avait pas été agressée sexuellement. C'était vraiment une agression violente et purement gratuite. Un jeudi midi, 2 jours avant les fêtes de Noël. J'imagine que si elle avait crié au moment d'être attrapée par l'individu, des gens auraient été à leur fenêtre pour voir ce qui se passait. Donc très rapidement, je me suis mis à imaginer qu'elle devait avoir un lien de connaissance entre elle et la personne qui l'avait agressée. Et que cette personne devait parfaitement connaître la configuration des lieux. À ce stade de l'enquête, il est primordial pour moi de rencontrer le premier directeur d'enquête. C'est lui qui va m'apporter un certain décryptage, qui va m'aider à comprendre les choses qui ont été ressenties par son équipe et par lui-même, qui a été traité dans l'enquête, mais qui n'arrive pas forcément sur le papier en procédure. Pour moi, cette rencontre, elle est incontournable, elle est indispensable. Alors sur place, je découvre quoi ? Le corps de la petite Christelle. Toussaint Poggialet, premier directeur d'enquête à la police judiciaire de Dijon. Personne n'a rien entendu, aucun témoin n'a entendu le moindre bruit. Je constate également que toutes les affaires de Christelle sont sur place. Son sac n'est pas fouillé, rien ne lui a été volé. Et il a fallu attendre pratiquement 3 semaines pour qu'un témoignage relativement intéressant nous arrive. C'est-à-dire que le facteur qui dessert cette résidence-là, il nous fait savoir que ce jour-là, aux environs de midi, il a été croisé et légèrement bousculé par un jeune homme qui partait en courant. C'est un jeune homme avec des cheveux mi-longs, vêtu d'un blouson en jean, peut-être avec un col en fourrure. Ça nous donne une description d'une personne qui était là au moment où Christelle a été tuée. Cette affaire-là nous est restée un petit peu en travers de la gorge parce que c'est une frustration importante de ne pas arriver à trouver. Il y a quand même 2 choses qui ressortent de la conversation que j'ai avec Toussaint. C'est le témoignage du facteur qui manque de se faire bousculer par un individu suspect au moment des faits et la découverte, quelques mois plus tard, à la Fonte des Neiges, d'un couteau qui peut être l'arme du crime, mais malgré les analyses, on n'a rien pu retrouver dessus. Ni empreinte, ni trace de sang. Raphaël Nedilko se lance alors dans une enquête de voisinage, dans le quartier de la Charmille. Maintenant, c'est à moi de jouer.
Le plus difficile pour moi, c'est d'arriver à remonter le temps pour m'attaquer à une véritable enquête de voisinage. Il faut que je rencontre rapidement ceux qui habitaient sur place. Les gens sont partis avec le temps. Sont morts pour certains, se sont mariés, sont partis vivre ailleurs. Je fais des milliers de kilomètres pour poser les sempiternelles mêmes questions. Avec qui ils discutent en bas, qui fréquente qui a une dent contre qui. J'ai besoin de tout savoir. Je me heurte souvent à leur incompréhension. Autant de temps après les faits, vous espérez quoi en faisant ça? Ça m'a mis des mois pour pouvoir rencontrer toutes ces personnes, les interroger, en apprendre toujours un peu plus sur ce petit monde, ce petit microcosme de la Charmille. J'avais une trouille. Je marchais avec la tête derrière. On se méfie de tout le monde, en fait, puisqu'on ne retrouve pas le coupable. On se méfie de tout le monde, même de sa famille. On a peur de tout. Je constitue, petit à petit, un album photographique de toutes les personnes dans l'entourage de Christelle Maïri au moment des faits. Ce document photographique est d'autant plus important que parmi les éléments que je conserve du dossier initial, c'est ce fameux témoignage du facteur qui manque de se faire bousculer par un individu dont il donne une description à la fois physique et vestimentaire. Je dois absolument retrouver ce jeune homme. C'était la première fois que je me retrouvais confronté à un tel type d'enquête. Je suis obligé d'aller plonger dans les archives départementales pour aller chercher la moindre petite info concernant les personnes dont le nom viendrait à apparaître au cours de mes investigations. J'ai demandé l'étude des mains courantes de 1976 à 1990, ce qui représente au final plusieurs centaines de registres. Tout est bon à prendre. Ça peut aller d'un nom de rue à un nom ou un prénom qui nous intéresse, l'usage d'une arme pouvant correspondre à celle du crime, une immatriculation d'un véhicule correspondant à tel ou tel département. Les petits détails de la vie de ce quartier-là au moment des faits. Mais au final, je n'ai rien de tangible, je n'ai rien de précis sur personne. Plus que jamais, je me heurte à cette incapacité à mettre un nom derrière le meurtrier de Christelle. Raphaël, il a fait tout ce qu'il a pu. Il a fait un travail énorme, il allait partout. Il a sacrifié ses week-ends, ses vacances. Je pense qu'il a même sacrifié un peu de sa famille. Laissé un peu sa famille de côté pour être sur mon dossier. C'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Il était toujours là pour me dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Il a toujours été là pour me tenir au courant. Mais là c'était un espoir énorme. Les mois passent. J'ai repris l'enquête depuis à peu près une année. Les noms sont évoqués les uns derrière les autres. Je referme progressivement toutes les portes, l'une derrière l'autre. À chaque fois, je vais de déception en déception, et c'est extrêmement frustrant. Je crois que ça a été le moment le plus dur. Donc il a fallu que j'aille puiser au plus profond de moi-même la force qui me manquait à certains moments pour pouvoir avancer. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour.
adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Sam Caro et réalisé par Sam Caro et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Couenne.